Dans l'épisode d'aujourd'hui, Meta arrête de faire semblant d'être progressif. Tous tes profils en mode public. Tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un ver. Wow, accrochez-vous, l'émission commence. 4, 3, 2... Ces conneries, c'est ma carte. Bonjour et bienvenue au 45e épisode du balado cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper et d'un invité tout spécial, Philippe de Grosbois. Philippe, c'est un enseignant en sociologie au Cégep et auteur des livres La collision des récits et Bataille d'Internet. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Donc aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles on a invité entre autres Philippe au balado, merci d'ailleurs pour ta présence. Merci de l'invitation. C'est un peu suite à la présence de ce cher Zuckerberg au podcast de Joe Rogan et de la subséquente annonce de la fin de la modération telle qu'on la connaissait sur Facebook. Donc, Sam, tu as eu le plaisir d'écouter ce podcast. Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes, ce qu'on a besoin de savoir pour l'épisode d'aujourd'hui? Ben, ce qui est intéressant, c'est que l'annonce là, du changement des politiques de modération de Meta, c'est pas sur le podcast de Joe Rogan que ça a été annoncé. Ça a été d'abord annoncé sur l'émission Fox and Friends, qui est d'ailleurs l'émission préférée de Donald Trump. Je sais pas si c'était un hasard, mais en tout cas, c'est là que ça a été annoncé en premier. C'était Joe Kaplan, qui est le nouveau... C'est un ancien comme apparatchik là, du Parti républicain, qui est maintenant au gradé chez Meta. Une des grosses nouvelles là, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'annonce de la fin du programme de fact-checking. Fait que je sais pas si vous vous rappelez, là, en 2016, ça fait quand même assez longtemps, là, après la première élection de Donald Trump, beaucoup de gens avaient mis ça sur le compte du fait que les gens avaient lu des fausses nouvelles. Principalement, là, on parlait beaucoup de la campagne là, de désinformation des services russes. Puis il y avait beaucoup là, de discours autour là, des fake news et tout ça. Puis au début, Mark Zuckerberg avait dit non, je comprends pas, c'est pas parce que tu as lu comme un article qui dit des choses fausses que tu vas voter pour Trump. Puis un an après, ou un peu, pas longtemps après, il s'est comme excusé, il a comme demandé pardon même. Puis il a lancé ce programme-là en 2016. Fait qu'en gros, ce que ça fait, c'est que ça donnait des sous à des organismes tiers. Puis j'ai regardé la liste, il y en a, beaucoup des grosses agences de presse faisaient partie de ça, là, l'agence France Presse, Associated Press, Reuters, PolitiFact, Presse canadienne même recevait de l'argent de ça. Il y avait tout comme une unité de fact-checking qui souvent servait aussi à financer le reste là, de leurs activités. Puis là, Facebook a dit, ben c'est fini, là, on va arrêter de faire affaire avec ces organismes tiers-là. Puis il va le remplacer ça par un autre site dont nous avons parlé souvent et que nous adorons énormément, qui est X, le Everything App, l'app qui fait tout. Donc, c'est ça. Fait que là, ce que Mark Zuckerberg expliquait là, sur les ondes sur l'épisode de Joe Rogan, c'était que là, il avait essayé de modérer la liberté d'expression, puis que finalement, il avait décidé de revenir à plus d'expression. Puis qu'il trouvait que l'espèce de système qui est en cours en ce moment sur X, avec des notes de la communauté, donc c'est des gens qui décident de faire partie de ça. C'est un travail un peu bénévole, un peu comme si les gens qui participent, par exemple, à Wikipédia. Donc, d'écrire des notes pour rajouter du contexte. Donc, l'idée ici, c'est que ces fausses nouvelles ne seraient plus dépriorisées ou enlevées ou qu'il n'y aurait pas comme un genre d'affichage là, qui dit ça c'est faux, c'est pas vrai. Mais il y aurait des gens qui pourraient écrire pour rajouter du contexte. L'argument étant que ça va permettre plus de liberté d'expression et que ça, c'est juste bien. Parce que dès que tu as de la liberté d'expression, c'est bien, puis plus de liberté d'expression, c'est plus bien. C'est un peu ça l'argumentaire là, qu'on entendait. Puis tu sais, je sais, les community notes, là, c'est sûr que en ce moment, c'est un peu le chaos sur l'application X, mais à l'époque, je sais pas si tu t'en rappelles, Sam, mais dans le livre qu'on avait écrit On vous trompe, il y avait un chapitre qui parlait justement des avertissements de véracité, puis de la notion de community notes. Puis il y avait des études qui semblaient parler du fait que
la notion de sagesse du groupe, si on veut, où est-ce que la diversité, en fait, si elle est assez large, elle peut éventuellement arriver à équivaloir l'avis d'experts. Puis, à l'époque, on mentionnait que c'était pas complètement inefficace comme solution, puis que ça pouvait avoir des bénéfices. Par contre, je pense qu'une des problématiques, c'est le mot-clé diversité. C'est qu'on sait qu'en ce moment, il y a un exode de beaucoup de gens de Twitter, puis que peut-être que la diversité d'opinion est plus nécessairement présente des gens en partant depuis longtemps. Que les gens qui sont hyper motivés à mettre des communautés neutres, c'est peut-être pas diversifié non plus, probablement parce que c'est pas tout le monde qui a du temps à mettre là-dessus, que c'est hostile, que ça peut devenir décourageant si tes notes sont jamais acceptées, et que donc ça marche pas nécessairement comme ça devrait marcher en théorie non plus, la notion de justement sagesse du groupe dans un contexte de community notes. Ce que il me semble avoir entendu aussi, c'est que les notes de la communauté souvent arrivent assez tard, en fait. Le temps qu'il y a eu cette communauté-là qui soit mobilisée, ben finalement, la fausse nouvelle, on va dire, là, c'est ça qu'on vérifie, ben elle a déjà fait son chemin, elle a déjà fait son œuvre, puis finalement, quand la note de la communauté arrive, il est un peu trop tard, finalement. C'est ça. Puis l'ancien système dépriorisait dans l'algorithme. Fait que si, par exemple, je sais pas moi, la presse canadienne disait ça, c'est faux, Justin Trudeau n'a pas mangé de bébé, à ce moment-là, ben, l'article qui dit que Justin Trudeau a mangé des bébés, ben, il était pas partagé de façon aussi large. Maintenant, il va être partagé comme il va être partagé, juste avec une petite note qui dit nous pensons que ce n'est pas vrai que Justin Trudeau a mangé des bébés. Ouais, c'est controversé. C'est ça. L'autre chose qui est... Puis on sait aussi... Ouais, vas-y, Catherine. On sait aussi que les avis de véracité, ça fonctionne pas vraiment psychologiquement, de ce qu'on semble voir, dans le sens que de marquer des histoires comme fausses, ce que ça fait, c'est que ça a deux impacts. Sur les gens qui prennent au sérieux ces avertissements-là, ils vont croire par défaut tout ce qui est pas étiqueté. Donc, ça déshabitue le lecteur à pratiquer son sens critique. Et pour les gens qui font déjà pas confiance aux avertissements de véracité, ça fait juste solidifier que ils sont manipulés par les médias. Ils vont juste rejeter la note de toute façon. Donc, ça marche pas nécessairement non plus que ça soit juste un petit mot qui dit ça, c'est faux. C'est comme moi à l'épicerie, dès que je vois une pancarte rouge, je suis convaincu que c'est en spécial. Là. Oui, même si le prix est le même. Exact. T'allais dire quelque chose, Philippe? Ben oui, ben c'est un peu ce que Catherine amenait. Je pense que une erreur un peu là-dedans, c'est de penser que la désinformation, que le problème se joue juste au niveau des faits. Puis dans le fond, puis Sam, tu t'en as parlé un petit peu tantôt. La conclusion qui avait été tirée de l'élection de Trump en 2016, puis il y avait aussi le Brexit aussi en 2016. Dans les deux cas, étaient comme des choses assez imprévues, surprenantes, qui avait comme désarçonné toute une classe médiatico-politique. Ben là, c'est de dire, dans le fond, les gens n'ont pas accès aux bons faits. Puis, le fact-checking, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans les médias traditionnels aussi, hein, c'est quand même un courant qui est très... qui a gagné beaucoup en popularité là, depuis 10-15 ans. Ben, tu sais, c'est de dire, ben, c'est ça, les gens n'ont pas accès aux bons faits. Fait que nous, on va intervenir de différentes façons pour leur donner les bons faits. Mais j'ai l'impression que la game, si vous passez l'expression, elle se joue comme un peu à un autre niveau, c'est-à-dire, entre autres, sur la question de la confiance envers les institutions. Puis, parmi les institutions, il y a les médias. Fait que si on dit, ben, coucou, oui, vous êtes sur Facebook, mais nous, les médias, on est en train de vous dire que telle information est probablement fausse, ben, si le fond du problème, c'est que les gens n'ont pas confiance en les médias pour toutes sortes de raisons, ben, c'est pas nécessairement super aidant là, d'avoir ce truc-là à côté. C'est sûr qu'il peut y avoir des gens qui sont plus indécis, plus ambivalents, puis peut-être que ça va les aider à mieux s'orienter. Mais souvent, la propagation de la désinformation, c'est des gens qui sont quand même assez militants. Là. C'est pas juste des gens qui sont tombés un peu par accident sur quelque chose. Il y a toutes sortes de convictions derrière ça. Puis le fact-check vient pas nécessairement déconstruire ça là, au niveau des valeurs et des convictions que les gens peuvent avoir. Ouais. C'est une des choses qui m'a quand même frappé dans l'entrevue avec Rogan, parce que il y a eu son vidéo qui a posté en premier là, pour expliquer là, rapidement les changements.
Mais tu sais, en 3 heures, ils s'en disent des affaires, là. C'est vraiment long, là. En tout cas. Entre autres, que les médias, que les grandes technologies qui sont rendues trop féminins. Oui. Que j'ai vu passer. C'est là-dedans que tu disais la masculinité? Oui, que c'était ouais. le milieu d'affaires était rendu castré, là, neutered, castré. En tout cas, c'est pas mon expérience en tech, là. En tout cas, dans toutes les conférences de technologie où je suis allé, il y avait quand même plus de dudes que de femmes, en tout cas. Mais bon. Mais c'était justement cette méfiance face aux médias qui était vécue même dans l'entrevue. Rogan, plusieurs fois, il parlait que, tu sais, par exemple, que la collusion avec la Russie, il parlait de hoax, fait que Ça, c'est la notion qu'il y avait eu que c'est un canular que de dire qu'il y a eu collusion de la part même si, tu sais, il y en a comme, il y a quand même un rapport qui montre que il y a eu des tentatives d'influencer. Est-ce qu'elles ont été efficaces? Est-ce que, tu sais, ça, c'est un autre débat. Mais, c'est ça, Zuckerberg dit lui-même, j'ai trop écouté les gens des médias. J'aurais dû les écouter. J'ai censuré des choses. Là, tout de suite, Rogan, lui, il a embarqué sur la COVID en disant les médias ont censuré les vrais traitements parce que lui, il était all-in sur l'ivermectine puis ces choses-là. Puis que si tu manges plus de vitamine C, ben tu seras pas malade. Et, tu sais, il était beaucoup là-dedans, puis on nous a censuré là-dessus, puis les médias nous ont menti. Puis fait qu'il y avait à la base cette idée que la personne qui poste sur X ou sur Facebook, on peut lui faire confiance, alors que les médias, eux, dans l'ensemble, nous mentent. Fait que c'est sûr que là, qu'un média dise, oui, nous avons déterminé que ça, c'est faux, tu vas pas convaincre quelqu'un qui déjà pense que tu mens. C'est ça. Il y a un problème un peu avant ça. Mais, je pense qu'il y avait comme aussi une volonté dans le fact-checking de replacer les médias dans une certaine position d'autorité morale aussi, de dire ben, on est au-dessus de la mêlée, puis on est comme un peu les arbitres du débat public, puis on va être capable. Donc c'est quand on dit ben l'élection de Trump ça a été un choc, mais c'est aussi comme un coup même d'orgueil, mais d'orgueil collectif, là, de l'ego, des gens dans les médias qui voient que ben, ils sont plus nécessairement toujours au centre de la conversation. Puis là, c'est comme si le fact-checking, c'est comme une espèce de tentative de surenchère, de dire non, mais vous avez pas compris, là, c'est nous qui savons, c'est nous qui sommes capables de déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux. Puis dans l'annonce de Zuckerberg, pas l'entrevue avec Joe Rogan, parce que moi, je me suis pas tapé le 3 heures, là, mais dans l'annonce de Mark Zuckerberg, il dit, bon, les médias ne sont pas neutres, finalement, hein, ils ont leur agenda, ils sont politiquement, je me souviens plus exactement l'expression qu'ils utilisent, mais ils sont orientés politiquement. Puis, j'ai envie de dire, il y a un peu raison dans le sens où cette volonté-là de présenter seulement les faits, d'être parfaitement neutre, c'était comme c'était un objectif qui était inatteignable de toute façon. Tu sais, ça fait que c'est comme si on espérait de faire revivre cette idée-là, tu sais, que les médias sont neutres, sont à l'extérieur. Puis là où on en arrive, c'est un peu l'échec de cette proposition-là, parce que ben là, il arrive, puis non, ben finalement, vous êtes pas neutre. Puis même sur les questions de santé publique, tu sais, puis pour moi, de pas être neutre, c'est pas forcément un problème. D'être du côté de directives de santé publique, d'être du côté de la science, d'être contre la désinformation, c'est pas neutre, puis c'est correct, tu sais, mais cette espèce d'idéal-là, là, on voit que on arrive un peu au bout de ça, là, dans le contexte actuel. On a parlé beaucoup là, du fact-checking puis la fin de ça. Je pense que c'est une des raisons, probablement, c'est un peu comme on parle, les médias voyaient ça un peu comme leur chasse gardée, leur façon aussi d'être dans le coup, d'avoir encore une emprise là, sur le discours. L'autre partie, moi, j'ai l'impression que aura plus de conséquences. Et ça a été amené comme permettre plus de liberté d'expression.
Puis ça, c'est revenu plus souvent, c'est que si les gens peuvent parler plus, ça va être automatiquement mieux. Ce que, malheureusement, je pense que en tout cas, je vous entends là-dessus. Personnellement, je suis pas certain que c'est tout le temps vrai. En gros, c'est que les règles entourant ce qui peut être dit vont être changées. Et en gros, c'est qu'ils vont diminuer les conséquences pour beaucoup de types de prises de parole qui avant étaient punis plus sévèrement. Par exemple, tu sais, puis il y a surtout, je pense, c'est The Intercept ont publié là des documents internes avec genre tous des exemples de phrases que tu peux dire. Pas nécessairement envie de faire une énumération de toutes les cochonneries qu'on a le droit de dire maintenant sur Facebook. Mais la partie qui est un peu, tu sais, qui a dit un peu rapidement, là, c'est qu'avant, il y avait un genre de balayage automatisé. Il y avait des algorithmes qui essayaient de détecter des paroles haineuses et autres contenus racistes, sexistes, homophobes, etc. Ben ça va être, c'est fini. Ils ont décidé qu'ils tiraient ils vont fermer tranquillement là, la switch là-dessus et ils vont juste attendre que quelqu'un rapporte le contenu. What could go wrong? Mais parce qu'il y avait déjà des genres d'algorithmes pour détecter des genres des fausses nouvelles qui partaient virales. Puis il détectait, puis l'algorithme les dépriorisait. Puis Semaphore a publié cette semaine un article avec des documents internes, eux aussi, qui montraient que ça, c'était fini. Fait que là, il n'y a plus rien pour détecter automatiquement. Fait qu'ils attendent que quelqu'un leur dise « Hey, en passant, tu sais, l'article là, de Justin Trudeau qui mange des bébés, c'est pas vrai. » Puis là, peut-être qu'ils vont agir. Ou fait que je pense que c'est ça qui risque d'avoir le plus d'impact, plus même que l'histoire du fact-checking. Là. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Ben, je regardais aussi le fait de maintenant on pouvait comparer, on pouvait insulter les gens plus facilement sur Facebook. Il y avait beaucoup de ce que je trouve toujours un peu ironique, c'est que peut-être que vous le saviez pas, mais une des façons les plus rapides de se faire bannir son compte sur Facebook, c'est d'écrire men are trash. C'est automatique le ban sur cette phrase-là, c'est assez intense, même dans les groupes privés, by the way. Je trouve ça drôle, en fait, qu'on déclasse que maintenant, on peut dire plein de choses sur les gens. Puis je suis vraiment curieuse de savoir si cette phrase-là est encore contrôlée sévèrement ou si elle aussi est maintenant libre d'usage au nom de la liberté d'expression. Oui, parce que l'idée d'aller contre la censure, tu sais, il n'y a pas été beaucoup question de censure de voix palestinienne. Tu sais, ce qui est frappant, c'est que il y a vraiment une espèce d'adhésion à la lecture, vraiment la lecture de droite de ce que c'est que la censure puis de ce que c'est que la liberté d'expression, qui est, tu sais, en gros, c'est pas tant la liberté d'expression, c'est speak truth to power, c'est de dire des choses qui peuvent être réprimées par l'État ou dans certains cas par une église ou des choses comme ça. C'est la liberté d'expression, c'est ça, le droit d'insulter, le droit de propager des choses fausses aussi, là, c'est ça aussi l'enjeu, mais propager des choses haineuses. Fait que je suis assez d'accord avec toi, Sam, que ça m'apparaît avoir plus de conséquences. On va le voir, le temps va le dire, mais d'après moi, on va voir que ça a plus de conséquences que l'abandon du fact-checking, parce que, comme on disait tantôt, l'intervention du fact-checking était quand même un peu superficielle. Peut-être que le côté de déréférencer, ça va quand même faire une différence là, si ça c'est abandonné. Mais oui, ça, je pense que c'est des grosses conséquences. Puis là encore, je pense qu'on peut voir un genre de virage avec, c'est comme si le chapitre qui s'est ouvert en 2016 a l'air d'être en train de se refermer, parce que c'est comme si plusieurs grandes entreprises, puis là on parle des entreprises de la Silicon Valley, ont l'air d'être en train de revoir toute leur relation avec les initiatives libérales de type EDI, équité, diversité, inclusion et tout ça. Puis, tu sais, je pense que dans l'esprit de certaines personnes, les GAFAM étaient un peu représentés comme une espèce de capitalisme diversitaire, capitalisme woke. C'est comme quand même assez curieux là.
parce que je veux dire ça a rien à voir là. Je veux dire les GAFAM ont jamais été progressistes dans on parlait tantôt de Mark Zuckerberg qui veut amener une énergie masculine. Tu sais, à la base, Facebook, c'était quand même un truc pour comparer les filles d'Harvard. Là, tu sais, c'était ça à la base. Puis là, éventuellement, il essaie de naviguer avec l'air du temps. Tu sais, il y a eu le printemps arabe, il y a eu Black Lives Matter, tout ça. Puis là, on essaie de dire que oui, on est du côté de la connexion, puis du village global, puis de l'inclusion, puis de l'acceptation des communautés, mais finalement, ça prend pas grand-chose pour que on vire de bord, puis on y va MAGA, là, c'est... Est-ce que... question là, peut-être un peu différente, mais est-ce qu'il y a eu un moment pour vous, est-ce que je sais pas si vous utilisez Facebook ou si un moment que vous vous rappelez que c'était bien, comme que c'était... Avez-vous l'impression, y a-t-il un moment où que vous dites hey, c'est comme une force pour le bien, ou c'est positif, ou... Oui. OK. Au tout départ, quand j'étais à l'université, que comme c'était pour connecter avec tous mes collègues d'école, j'aurais jamais pu garder contact avec tout ce monde-là au fil des années. On partageait les photos de nos parties, on partageait nos événements, ça servait à créer des fêtes puis des trucs, tu sais, c'était pour se connecter, se rejoindre, c'était pour voir tous les événements culturels cool qui se passaient que j'aurais jamais entendu parler autrement. On pouvait partager des nouvelles, tu sais, comme moi je me souviens de 2012, justement pendant la crise étudiante, on connectait tellement là, tu sais, comme la frustration, qu'il y avait de la brutalité policière, puis tout le monde qui embarquait puis qui parlait ensemble. Tu sais, moi ce moment-là de Facebook et quand aussi à ce moment-là j'ai commencé beaucoup à utiliser Twitter, pour moi c'était comme un moment de connexion avec d'autres gens qui pensaient comme moi. J'étais un peu à l'époque entre la faculté de com puis la faculté de gestion. Et quand j'avais des cours de gestion, je me sentais un peu plus seule dans mes opinions, au fond. Fait que ça me faisait du bien d'avoir accès à tous ces gens-là qui me supportaient, qui étaient avec moi, puis qu'on croyait à la même chose ensemble. Fait que pour moi, il y a encore cette petite vision-là un peu idéale des réseaux sociaux qui était possible à une certaine époque. Ben moi aussi, j'avais 2012 en tête quand tu as posé la question, Sam. J'avais écrit avec Geneviève Côté dans un livre dirigé par Francis Spuderi, Marcos Ancelovici, qui faisait un de gros retour sur 2012. Le livre s'appelait Un printemps rouge et noir. Puis nous, on avait écrit un chapitre sur, en gros, l'utilisation des médias sociaux puis le rapport avec les médias traditionnels. Puis tu sais, c'est sûr que c'est ça en termes de possibilités d'organisation, de possibilités d'expression. Puis je pense que c'est peut-être ça qui a fait que les médias sociaux, à une certaine époque, se sont présentés comme étant un monde nouveau, un monde avec davantage de démocratie, parce que c'est des médias qui sont axés sur la participation. Puis, tu sais, historiquement aussi, dans l'histoire des médias, souvent, quand il y a une nouvelle forme de médias, les militants puis les militantes sautent dessus parce que, ben, il y a une nouvelle possibilité, il y a peut-être une façon de se faire entendre davantage alors qu'ils ont de la difficulté. Fait que c'est pas super étonnant que ça a été investi en premier lieu, bon, par des jeunes, mais aussi par des gens qui veulent s'en servir pour amener des nouvelles idées. Mais tu vois, dans l'article, même si le plus gros de l'article était on essayait de voir en quoi ça avait pu aider, fait que c'était quand même assez positif. Mais là, c'est un peu de mémoire, mais je me souviens dans la conclusion, on amenait quand même certains bémols, dont le fait que s'organiser dans un espace, c'est un espace public-privé, on s'organise dans un espace qui a l'air public, mais qui dans le fond est contrôlé par le privé, notamment avec la question de la collecte de données. Fait que, je me souviens, on disait, c'est comme si on tenait les assemblées dans un centre commercial, avec des caméras partout, puis tout ça. Fait que, c'est sûr que le retour du naturel, on fallait s'y attendre là, que quelque part. Bon, mais je pense que à cette époque-là, c'était une façon aussi de casser la baraque. Hein. La devise de Facebook pendant un bout de temps, c'était Move Fast and Break Things. Ouais. Fait qu'il y avait ce côté-là un peu de OK, on va brasser les forces établies, mais là, c'est ça, on est ailleurs quand même. Puis même du côté de Twitter, en fait, Twitter, pour moi, est celui qui est le plus proche, ou était, évidemment, goes without saying, mais Twitter était le plus proche de milieux militants. Là, au départ, c'était
des messages à 140 caractères parce que c'était les SMS, puis c'était utilisé, entre autres, dans des contextes de mobilisation, tout ça. Puis une des personnes fondatrices de Twitter avait vraiment un bagage militant, mais c'est sûr que bon, ça s'est un peu perdu, puis beaucoup perdu, de plus en plus perdu avec les années. Disparu, c'est mort, c'est enterré, c'est ça, c'est ça. Mais oui, parce que je me rappelle même à l'époque, les manifestations de Twitter, c'était la façon qu'on avait de rester sécuritaire puis de traquer quand est-ce que les policiers déclaraient la manifestation illégale pour savoir qu'il fallait se sauver. Tu sais, pour moi, c'est comme on savait où est-ce que la manifestation s'en allait, qu'est-ce qui se passait, quand ça brassait, le partage d'images instantané. Comme c'est super important pour la sécurité et la coordination de tout ça. Je suis nostalgique. Je m'ennuie de Twitter. L'autre chose que auquel je réfléchis cette semaine, c'est que, personnellement, Facebook, on dirait que c'est quelque chose de plus en plus distant, dans le sens que je m'en sers à peu près pas personnellement. Les seules fois, je m'en sers plus avec mes sock puppets, là, mes faux comptes pour aller faire de la recherche, qu'avec mon vrai compte, là. Honnêtement. Ça fait donc, puis, je pense que tout le monde l'a remarqué, là, l'algorithme a beaucoup changé. On voit de moins en moins le contenu partagé par des gens qu'on suit. Il y a des gens avec qui on est amis puis que tu n'as pas vu leurs affaires depuis 20 ans, même s'ils postent tous les jours. Puis là, tu vois plein d'affaires que tu suis pas puis des choses bizarres que tu comprends pas trop pourquoi Meta pense que ça peut t'intéresser. Donc, l'algorithme a beaucoup changé, mais une chose en lisant cette semaine qui m'est revenue, c'est que dans une grande partie du monde, l'Internet, c'est Meta ou c'est Facebook. Facebook avait fait des grosses campagnes, par exemple, où que tu as de l'Internet gratuit, mais tu peux juste connecter comme sur leur écosystème. Il y a, je pense Google aussi avait lancé ce genre d'initiative-là, en Inde, en Afrique subsaharienne. Il y a plusieurs endroits que là, c'était comme des initiatives pour emmener le monde sur Internet, mais tu les emmènes dans ton écosystème, dans WhatsApp, dans Facebook, dans Instagram. Fait que même si on peut se dire, s'il y a plus de... déjà, c'est presque juste des images IA bizarres, puis des articles, puis de la fraude. Là. Je veux dire, c'est principalement de la fraude. Peut-être parce que j'ai trop souvent cliqué là, sur les annonces de fraude, mais là, j'ai juste des gens qui veulent me vendre de la fraude. Mais il y a quand même, pour beaucoup de gens, c'est ça l'Internet, puis c'est ça qui se passe. Puis je pense que justement, de décider, on s'en fout, on n'en fera plus la modération, débrouillez-vous. Des choses comme le génocide des Rohingyas qui a été déclenché par des rumeurs sur Facebook et ensuite de la mobilisation sur Facebook, qui a fini par causer c'est ça, là, des attaques et un génocide. En tout cas, c'est quand même inquiétant, disons. Peut-être deux choses là-dessus. Premièrement, ce que tu disais sur la qualité, tout ça, c'est sûr, moi, ça me fait penser au concept de enshittification de Cory Doctorow, l'idée que finalement, encore une fois, on commence en invitant les gens, en disant venez, il se passe des choses, ça aide pour mobiliser, par exemple. Puis là, plus ça va, plus c'est comme si on veut presser le citron. Puis moi aussi, ça me frappe dans le sens où je me dis, il me semble qu'on franchit peut-être des seuils là qu'à un moment donné, déjà, il doit y avoir quand même moins, peut-être autant d'utilisateurs, mais moins de temps d'utilisation qu'à une autre époque. Puis l'autre chose, c'est tu parles un peu dans d'autres régions du monde, puis tout ça. Je pense que c'est important de préciser aussi que l'abandon du fact-checking, à moins que je me trompe, là, ça concerne les États-Unis. Peut-être que d'autres pays vont suivre par la suite, là. Non? Ce que j'ai compris, j'ai entendu l'entrevue cette semaine qui disait que dans d'autres endroits, Meta avait déjà commencé à désinvestir. Ben c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'était pas officiel. Mais non seulement il s'en retirait, mais du côté de la modération comme telle, ça, je pense que c'était dans les documents de Frances Haugen, qui était lanceuse d'alerte, qui avait quitté Facebook, qui avait sorti plein de trucs. Puis il me semble que c'est dans ces documents-là où est-ce qu'elle montrait que le niveau de modération dans d'autres régions du monde, c'est d'une pauvreté incroyable. Là, c'est juste dans le Facebook du monde arabe. Là, je me souviens plus des chiffres, mais
le nombre de personnes qui modéraient en arabe est infiniment petit, puis il y a la quantité de langues qu'il y a dans le monde. Bon, il y a des langues que c'était peut-être même carrément pas modéré du tout. Fait que je pense qu'il faut le replacer aussi dans ce contexte-là. Puis je pense que ça montre encore une fois que les petits éléments qu'on peut considérer qui ont peut-être été des gains suite à l'élection de Trump en 2016, ben c'était vraiment des trucs qui ont été arrachés de peine et de misère à cause d'un contexte très particulier, puis parce qu'il y a quand même des institutions assez puissantes qui poussaient dans ce sens-là, mais que c'était extrêmement fragile. C'est quand on regarde que le reste de la planète avait à peu près rien de ça, ben, tu vois que c'était vraiment une question de contexte, de climat politique qui faisait que le vent allait un petit peu plus de ce côté-là, mais finalement, c'est ça a vite tourné. Puis pour revenir sur ton point de, justement, qui utilise encore Facebook, en fait, c'est surprenant. Là, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent encore, même là, en Amérique du Nord. C'est juste qu'ils sont plus vieux. La population d'âge est plus vieux. C'est sûr que c'est pas les plus jeunes qui sont sur Facebook. Par contre, dans l'écosystème Meta, il y a Threads puis Instagram à considérer. Fait que c'est pas juste Facebook qui est adapté par ça. Puis Threads et Instagram ont des jeunes, du moins plus jeunes, disons millennials, Gen Z, qui sont présents là. Oui. Surtout avec le ban de TikTok qui vient d'arriver, ou aller regarder des vidéos quand t'es un jeune maintenant, il te reste pas mal. Puis à l'international, WhatsApp, c'est super important là, pour les transactions commerciales. Ça, quand il y avait eu une panne, je pense que c'était peut-être 2021, qu'il y avait eu une grosse panne, ça a duré comme 6 ou 7 heures. Il y a des économies qui étaient comme momentanément paralysées là, parce qu'il y a tellement de transactions qui passent par WhatsApp. Puis je dirais aussi, parce que peut-être à Montréal aussi, là, je ne sais plus, mais en région, des groupes Facebook pour le village et pour la région, puis la recherche, c'est quand même utilisé pour des choses plus pratico-pratiques, je dirais. Là. Définitivement, les groupes, même en ville, il y a une couple de groupes de Montréal que je suis, c'est extrêmement vibrant, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent sur ces groupes-là. C'est ça. Fait que c'est sûr que, je pense que les gens, ils sont encore, c'est juste qu'il n'y a plus personne qui utilise l'algorithme parce que c'est de la pouette. Oui, c'est ça, c'était plus le newsfeed, dans le fond, qui a été un peu abandonné, là. Je pense que les gens postent moins de statuts, mais les gens postent moins de photos Instagram aussi, c'est plus les Reels, puis les Stories, puis le contenu un peu impermanent qui a pris de l'ampleur. Puis les groupes, où est-ce que c'est plus un peu fermé, que là où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités encore. Mon autre question que je me posais, là, c'est peut-être évidente, là, mais pourquoi ce changement, puis pourquoi maintenant? Je sais que dans l'entrevue avec Rogan, il a dit, c'est vrai que ça fait drôle que ce soit juste après l'élection, un peu comme si c'était un hasard. Puis comme, tu vas pas nous faire croire que c'était un hasard, que c'était après l'élection, là. Mais, tu sais, on a vu certains qui disent, il est en train de se plier à l'avance à Trump. D'autres comptes rendus étaient plus, non, il y a un virage à droite dans les dernières années. Pour vrai, là, comme, tu sais, je pense pas que ça a jamais été un gauchiste, là, mais, tu sais, il y a comme un certain, je sais pas, avez-vous une idée de pourquoi maintenant, pourquoi ces changements-là, c'est quoi je sais pas. Parce qu'ils font tout pourrir leur cerveau avec le même contenu en ligne, en même temps. Ils sont tous sur les mêmes plateformes à regarder les mêmes contenus de boîte puis être influencés par leur propre algo. Ouais. Ben, vas-y si t'avais de... Mais ça, puis je pense que c'est juste une question de s'aligner avec le pouvoir. Là. Je pense que c'est évident qu'il y a un avantage économique à s'aligner avec Trump, que Trump est très vocal sur le fait que, comme, il va réciproquer les avantages si on fait ce qu'il veut. Puis j'ai l'impression que les compagnies font juste s'aligner avec ce qui va être profitable pour eux. Ouais, moi, je suis assez... ça m'agace un peu, tu sais, de dire, dans le fond, que parce qu'il y a Facebook, mais il y a Jeff Bezos, tout ça, qu'on dit, ils embrassent la bague de Trump, là, puis c'est comme, ils sont tous en train de prêter allégeance. C'est comme vraiment placer la présidence comme étant au sommet du pouvoir, mais je veux dire, les puissances économiques, puis c'est ça, on parle pas de PME ici, là, on parle d'énormes entreprises, c'est plus grosses que certains, l'économie de plusieurs pays, là. C'est des puissances économiques, puis elles ont leurs propres intérêts, puis
c'est probablement que l'élection de Trump fait que on dit, OK, ben, c'est le moment de faire un certain virage. Bon, dans le cas de Facebook, c'est aussi des économies en termes de coûts, là, d'abandonner la modération. Puis, je pense que c'est ça. Si je reviens un peu sur les trucs de DI, pour les entreprises en général, je pense que il peut y avoir des entreprises pour qui c'était sincère, ou en tout cas qu'il y avait des gens dans cette division-là qui étaient animés par des motivations sincères, mais c'est en grande partie, c'est du branding, c'est quelque chose d'un peu lourd. Je voyais ce matin, j'ai vu j'ai pas lu l'article au complet, mais un truc du Financial Times, où est-ce que tu avais un banquier, qui dit bon, enfin, là, on va pouvoir recommencer à utiliser les mots qu'on veut. Puis il parlait pas juste de Facebook, là, il voulait dire en général, on va pouvoir utiliser les mots qu'on veut, puis on se fera plus écœurer, puis on sera plus menacé d'être cancellé ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est ça, faut pas sous-estimer les intérêts que ces entreprises-là trouvent à dans l'élection de quelqu'un qui est autoritaire. Jeff Bezos, on l'a présenté. Des fois, je passe dans un cours des extraits du documentaire Le Monde selon Amazon. Puis, on présente un peu Bezos, ça date peut-être de 2019 à peu près, 2020. On présente Bezos comme un opposant à Trump, à cause qu'il a acheté le Washington Post. Puis le Washington Post a eu son slogan « Democracy dies in darkness », juste comme c'était l'inauguration de Trump, donc début 2017. Fait qu'il y avait un peu cette idée-là, mais je veux dire, Bezos, c'est quand même quelqu'un de farouchement antisyndical. J'ai l'impression que c'est comme un réalignement qui est presque comme une sorte de retour aux sources, en fait, là, que finalement, c'est qui offre le climat le plus favorable aux investissements, qui va agir comme un bully à l'international pour faire avancer les intérêts économiques des États-Unis, puis des entreprises américaines, évidemment. Je veux dire, ils sont capables de voir ce qui se passe, puis de voir où sont leurs intérêts dans tout ça. Là, c'est pas juste des victimes, puis des personnes qui sont intimidées par notre Monsieur Orange. Là. Je tiens à dire que dans ma vision des choses, il était pas intimidé, il était comme on peut non, faire c'est ça, je disais pas que c'est ce que tu disais. Comme the money is that way, puis on juste gleefully follow suit. Je pense que c'est pas. Je disais pas du tout que c'était ce que tu disais, parce que comme tu dis, c'est ça, ils voient que c'est dans leurs intérêts, mais c'était plus Sam au début, tu disais il y avait deux options, puis il y a une première option qui disait tout le monde prête allégeance, mais moi je pense qu'il y a aussi l'idée qu'ils peuvent arrêter de faire semblant. Comme je pense qu'il y a eu une période où il fallait comme faire semblant d'être inquiété par les inégalités puis par l'inclusion. Fait que tu vas semblant un peu que, par le racisme systémique. Oui, absolument. Puis, là, c'est comme... à savoir, il y a des entreprises qui maintiennent le fort en ce moment, qui sont très pro-DEI, puis qui se battent en ce moment contre leurs propres clients, qui chialent contre, pour dire qu'ils soutiennent que c'est important. Des sections de son site web qui en parlaient. Définitivement. Il y a... Pas Meta. Puis je sais pas à quel... Et c'est sûr qu'on va voir les vraies couleurs. J'ai vu un autre article qui montrait que peut-être aussi ce virage, parce que c'est pas juste Meta, la plupart des industries de la tech, là, on voit ce genre de virage-là, c'est que dans les gros, Google, Amazon et tout ça, il y avait beaucoup d'agitation interne de leurs employés. Il y a eu des manifestations à Google contre des contrats avec des compagnies d'armement. Il y a eu d'autres mobilisations d'employés. Puis ça aussi, je pense que ça a eu un effet où, à un moment donné, c'est comme, bon, mais là, ma gang, on va vous mettre à pied. On va essayer de calmer le jeu puis rendre le marché beaucoup plus favorable à l'employeur et moins... Parce que pendant un bout de temps, c'est un peu le contraire. Là. Tu pouvais faire un très, très, très bon salaire dans la Silicon Valley avec des conditions de travail quand même très acceptables. Et en plus, tu pouvais manifester contre les contrats que ton patron signait avec le Pentagone. On n'est plus dans cette époque-là. Là. Fait que je pense qu'il y a aussi ça qui doit jouer un peu dans cette... tentative un peu de serrer la vis là, sur Oui.
je sais pas si vous avez vu le livre de Thibaut Prévost, Les prophètes de l'IA. C'est sorti en septembre dernier chez Lux. Ça me fait un peu penser à ça, là, ce dont on parle. C'est ben, vous pourriez l'inviter à un moment donné, peut-être, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et puis qui a une analyse assez percutante. Il est chroniqueur à Arrêt sur Image, qui est un site français de critique des médias, mais il s'occupe beaucoup de tout ce qui est techno. Puis bon, c'est sur l'IA, c'est sur le discours de l'IA, le discours apocalyptique, tout ça, mais il y a un chapitre, je pense que ça s'appelle Futuritarisme, puis c'est un peu comment les projections que les 10 prophètes de l'IA font dans l'avenir. C'est un avenir quand même assez autoritaire. En fait, il remonte un peu à l'idée que la Silicon Valley, c'est quand même un projet qui est quand même très élitiste, même parfois qui tend vers certaines formes de ségrégation, ou même des fois d'eugénisme. Puis ce qui est intéressant de lire, parce qu'il y a quand même beaucoup question de Musk et tout ça, puis le livre est sorti comme 2 mois avant l'élection. Puis là, tu lis ça, puis tu vois qu'après ça, il est allé rejoindre l'équipe de Trump. Il est question de, tu sais, Musk, c'est quelqu'un qui, je sais plus, il y a quelque chose comme 14 enfants, quelque chose comme ça. Il y a comme beaucoup d'enfants, là, il y a plus que 10, il me semble. Ouais. Puis là, ben, tu penses J.D. Vance, c'est le vice-président qui lui dit il est contre les childless cat ladies, puis il dit il faut que les femmes aient des enfants, puis évidemment on pense plus femmes blanches qui doivent avoir des enfants. Bon, il y a toute cette idée-là. C'est assez intéressant de voir ce qui couvre en termes idéologiques. Tu lis ça en voyant comment il y a cette transition-là qui a lieu maintenant, alors que le livre a été publié avant ça, là, mais il a quand même bien vu ce qui était en train de se mettre en place. Fait que c'est ma petite suggestion de lecture. Les prophètes d'Élias, c'est quand même un bon livre. Mais oui, ce que tu me dis, ça fait penser un peu. J'avais lu un article qui faisait des liens, en fait, entre certains géants technocratiques, certains géants théocratiques, qui avaient comme des liens entre eux, que comme des grands influenceurs, justement, qui veulent amener, en fait, qui sont comme, la distance entre l'État et la religion, non, ça devrait être fusionné ensemble, puis qui veulent leverage, en fait, les géants technologiques pour aller établir ça. Ce qui est comme tout droit de genre des Handmaid's Tale comme scénario, mais un peu puis il y a des grands liens, il y a des grands je me rappelle plus c'est quoi le nom du monsieur en particulier, mais il y a comme un brotherhood qui finance directement les grandes compagnies puis qui supporte le genre de trucs qu'on voit en ce moment, dont la notion de faire des bébés. Ouais, non, c'est vrai que c'est quand même, il me semble avoir lu un article qui parlait de ça aussi, cette espèce d'alliance un peu étonnante, en tout cas au moins au premier abord, là, entre puis c'est un peu l'équipe de Trump qui est allée faire cette coalition-là là, entre des chrétiens fondamentalistes puis le secteur des technos, qui est pas nécessairement les deux milieux que tu verrais s'allier spontanément, mais pourtant, ben oui, il y a un peu de ça qui se passe. Est-ce que on va voir la régulation justement des géants du web dans les prochaines années? D'ailleurs, c'était un des trucs que j'avais trouvé intéressant dans les déclarations de Zuckerberg, où il disait, nous allons nous allier à Trump pour justement résister aux tentatives des autres pays de venir limiter la liberté d'expression et blablabla. Puis ça, je voyais ça clairement. Il fallait qu'ils trouvent leurs intérêts. C'était clairement face à l'Union européenne, parce que c'est pas mal eux autres qui sont ceux, je pense, qui sont un peu à l'avant-garde de vouloir réguler les géants du web. Là. C'est un peu, on voit un peu comme une, sur la protection de la vie privée, sur le stockage des données, sur tout ça. Puis c'était un peu un message de, regarde, vous venez pas nous écœurer, nous on va travailler avec le président des États-Unis pour pas que vous puissiez venir nous écœurer. Puis il y avait vraiment la notion de... Puis je trouvais ça intéressant parce qu'il disait le gouvernement américain devrait appuyer les compagnies américaines. Puis c'était comme si Biden n'avait pas fait ça. Puis là, on reviendrait à l'idée parce qu'il dit c'est normal. Et si il y a des technologies, puis surtout avec l'IA, c'est très important que ce soit les États-Unis qui l'aillent, parce que sinon ça va être les autres qui l'ont. Ça c'est mal. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, l'intérêt personnel, mais qu'on essaie de marier avec espèce de l'intérêt de l'État ou de...
pour répondre à tes questions, mon impression, c'est qu'on va reculer sur les avancées qu'il y a eu dernièrement sur tout ce qui est loi entourant la vie privée. Dans l'esprit même que, ben, tu sais, c'est beaucoup aux États-Unis que ça va faire changement, je veux pas. La plupart des grandes entreprises technologiques sont aux États-Unis. Puis un des trucs des républicains, c'est la dérégulation. Fait que selon moi, ça va de soi en fait que peu importe ce qui a passé dernièrement qui protégeait la vie privée en ligne, etc., va juste tranquillement être toute déconstruite au profit en fait, pour le profit des entreprises, simplement. Fait que tout ce qui peut potentiellement nuire au profit va juste être dérégularisé, là. Je pense que c'est la suite logique des choses à ce niveau-là. Peut-être deux choses. Tu parlais des intérêts américains, des intérêts des entreprises américaines sous Biden, puis l'histoire de bannir TikTok aussi. Je pense qu'on peut le mettre là-dedans. Que c'est comme si le fait que les données soient à la Chine, c'était comme plus problématique que les données soient aux géants qui sont à la Silicon Valley, ce qui en soi est comme vraiment, qu'on pourrait beaucoup s'interroger là-dessus. Là. Sur la réglementation, si on vient à l'idée que bon, il y a une sorte de chapitre qui est en train de se clore, pour moi, il y a eu des avancées législatives intéressantes, il y a eu des poussées notamment pour briser les monopoles, l'INOCAN, tout ça, je pense qu'elle a fait des affaires vraiment vraiment intéressantes, tu peux aller essayer. Mais en gros, je pense qu'on a beaucoup été dans une approche où est-ce qu'on espérait être capable d'amener ces entreprises-là à agir de façon plus responsable. Donc, de pas tant remettre en question leur pouvoir, mais de les inciter à exercer leur pouvoir d'une façon un petit peu plus correcte. Je trouve que la loi sur les nouvelles en ligne au Canada, pour moi, c'est un exemple vraiment fort de ça, là, que bon, faut que vous fassiez votre part et tout ça. Puis je pense que, oui, on va peut-être avoir un certain désert là, dans les prochaines années au niveau législatif, mais si pour en avoir des nouvelles, les nouvelles qu'on devrait souhaiter, selon moi, doivent aller beaucoup plus à la racine, là, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ces entreprises-là ont ce pouvoir-là. Fait que, oui, vie privée, la question de la collecte de données, du stockage de données, les enjeux de publicité ciblée, pourquoi toutes les publicités migrent sur les médias sociaux, c'est entre autres parce que tu peux faire de la publicité ciblée, puis tu cibles parce que tu as la collecte de données. C'est tout un espèce de modèle d'affaires qui, selon moi, doit être remis en cause de façon très forte. Puis encore là, les monopoles aussi, je pense que il y a eu des tentatives intéressantes. Là, je veux dire, moi, je suis assez critique de Joe Biden en général, mais d'avoir nommé l'INOCAN au commerce là, pour la Federal Trade Commission, c'était quand même un bon coup. Puis, c'est ça, elle a travaillé fort là-dessus. Fait que je pense qu'il faut continuer à pousser dans ces directions-là parce que je trouve que c'est ça, le moment dans lequel on est en ce moment vient montrer que si tu t'attaques pas à leur pouvoir, ben c'est des choses qui tiennent sur presque rien, puis on peut vite le perdre, puis le pouvoir qu'elles ont, qu'on essaie de l'amener dans la bonne direction, ben oups, ça revire de bord, puis ça frappe là, ce pouvoir-là, c'est violent là, littéralement. Puis comme on est un balado qui parle aussi de sécurité, je pense que c'est bon de se rappeler que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas le choix. Si dans beaucoup d'emplois, Si tu veux avoir une vie sociale et être invité à l'anniversaire de ton ami, tu as besoin d'être sur Facebook. C'est l'infrastructure de communication qu'on a en ce moment. Puis juste de peut-être se rappeler que on les utilise, mais se rappeler que c'est un peu il faut les utiliser comme des adversaires, dans le sens de réfléchir à la façon qu'on les utilise, puis comment on les utilise, puis ce qu'on met là-dessus, parce que c'est des beaux discours là, sur la liberté d'expression, mais une fois que Musk a repris Twitter et l'a transformé en X, les réponses aux demandes des autorités, ça passait comme dans du beurre. Alors que, supposément que les Twitter Files étaient là pour nous montrer à quel point l'ancienne administration était terrible, mais une fois que lui a pris le contrôle, c'est le contraire qui est arrivé. Modi en Inde demandait censure des personnes, il fermait leurs comptes, il demandait des informations, il les recevait. Donc, je pense que c'est juste de choisir ses outils, puis si c'est des choses sensibles, peut-être que Messenger n'est pas le meilleur choix
pour communiquer des choses sensibles avec des gens. T'sais, à ce moment-là, peut-être que Signal serait un meilleur choix. Mm-hmm. Mais ça, il y a peut-être un petit aspect d'optimisme qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est sûr que dans un contexte où il y a des gouvernements qui sont autoritaires, l'enjeu de la surveillance des communications, l'enjeu de la collecte de données, ça devient vraiment plus concret. Puis je pense qu'on l'a vu par exemple quand Roe v. Wade a été renversé, bon le droit à l'avortement par la Cour suprême aux États-Unis, puis que là tout d'un coup, quand c'est même d'assister, qu'il y a même des lois dans des États où est-ce que même un chauffeur de taxi pourrait se faire accuser d'avoir contribué à l'avortement en ayant transporté une personne. Chauffeur de taxi, Uber, collecte, c'est toutes les cartes de crédit, machin. Amazon, commander tes produits menstruels, ça te permet de traquer ton site. Ben oui, tout ça. Pour les applications de tracking. Exactement, les applications de suivi menstruel, ces choses-là. Ben, tu sais, c'est ça. C'est que je pense que quand, souvent on dit ouais, c'est parce que ça pourrait être dangereux. Si un gouvernement autoritaire qui arrive, il y a un gouvernement autoritaire. Ça devient comme plus évident. Là. C'est ça. J'apprécie que même quand on a des invités, le podcast est toujours aussi optimiste sur le futur. Mais en plus, c'est que je voulais l'amener comme un élément d'optimisme dans le sens où je pense que... Ça fait chaud au cœur. Je me sens vraiment... Je pense qu'il y a quand même une opportunité là-dedans, tu sais, d'amener une certaine prise de conscience, puis c'est clair que la résistance qui va avoir lieu maintenant va être sous une forme différente qu'elle a eu lieu suite à 2016, parce que il y a beaucoup d'entreprises ou d'institutions qui s'étaient plus ou moins alliées à cette résistance-là, qui là ont pas l'air d'être dans ce bateau-là. Tu sais. Fait que c'est clair que ça s'annonce plus dur à ce niveau-là, mais j'ai l'impression en même temps que en tout cas, je souhaite qu'il y ait une résistance qui émerge de ça. Elle risque d'être quand même, d'avoir la couenne peut-être un peu plus dure, puis d'être un petit peu plus coriace, puis quand même sensible à des enjeux comme ceux-là, par exemple. Tu sais. Bref, en conclusion, sur ces notes hyper positives et optimistes sur le futur, merci Philippe d'être venu avec nous ce soir jaser des enjeux qui entourent tout ce qui est modération, puis les grands géants du web. On vous dit à la prochaine pour le prochain épisode. Et puis, comme d'habitude, on vous rappelle que si vous avez aimé le balado, vous pouvez nous aider à le faire connaître en en parlant autour de vous, en nous donnant des 5 étoiles sur peu importe la plateforme que vous utilisez et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. On remercie les Jimmy Town pour l'indicatif sonore. Au revoir. Merci beaucoup. Bye.